Slam vous dit salam. Une voix, un cri, un verbe affûté. Un espace libre pour les jeunes qui font vibrer les mots. Slameur, rappeur, poète urbain. Ici c'est votre micro, votre moment. Un créneau pour voir et entendre ce qu'on ne voit pas assez. Une scène radiophonique pour célébrer la créativité, la vérité et la beauté de la République démocratique du Congo à travers l'art urbain. Slam vous dit salam. L'émission qui donne la voix à une génération qui se cherche, qui s'élève et qui s'impose. Seulement sur Elinke Space. Slam vous dit salam. Quand les mots deviennent miroir. Bienvenue à votre tout premier numéro de votre podcast littéraire Salikwa, animé par Wamulenda. Je suis libraire et aujourd'hui nous allons recevoir Nazatata pour son livre « J'enverrai à Dieu tous les coupables ». Nazatata, bonjour. Bonjour Wamulenda. Quel bonheur de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton premier roman, enfin un projet où tu es seul. Et nous allons directement commencer par savoir qui es-tu. Je vais lire ta biographie. Ok. Elle est très importante, comme ça tu pourras rajouter quelques éléments qui manquent. Nazatata est un écrivain congolais né en 1994 dans la province du Kasaï oriental en RDC. Engagé dans les réels mais viscéralement attaché à la parole écrite, son style, ancré dans les réalités sociales de Kinshasa et nourri d'une sensibilité poétique singulière, explore les zones d'ombre du quotidien. En 2022, il remporte le prix Zamenga pour sa nouvelle Dernier saut, clin d'œil ironique à la tension entre la vie et la fiction qui traverse toute son œuvre. Il est également finaliste du prix RFI Théâtre avec Analogie du vertige. Auteur du roman « J'enverrai à Dieu tous les coupables » publié aux éditions Les Lettres Mouchetées, il donne voix à la génération en quête de justice, de sens et de rédemption dans une société en proie aux convulsions. Voilà la petite biographie de Nazatata. Et moi, je tiens à signaler que moi, je t'ai découvert lors de la remise du prix de ta nouvelle Dernier saut. Okay. C'est là où on s'est rencontrés et maintenant on est là pour parler de ton livre « J'enverrai à Dieu ». Si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta biographie, je sais qu'il y a beaucoup de choses, si tu peux rajouter. Comme tu viens de le dire, beaucoup de personnes m'ont découvert lors de la remise du prix Zamir des honneurs organisé par le Centre Wallonné de Bruxelles. Mais c'est que ces gens-là ne savent pas, c'est que j'ai évolué dans l'ombre pendant un certain temps. Déjà avec les éditions de la montagne, où j'étais correcteur, relecteur, et puis j'écrivais, j'étais déjà dans plusieurs groupes littéraires. Et à l'époque, je me rappelle, j'écrivais plus de la poésie. Et la nouvelle qui a été primée par le prix Zamenga était ma première nouvelle que j'écrivais. Et voilà, elle a débouché à ce que ça a donné, le prix Zamenga. Mais ça ne veut pas dire que je suis entré dans la littérature par cette nouvelle-là. Je suis entré dans la littérature par plusieurs autres choses, principalement, comme je viens de le dire, les poèmes, et puis le travail avec certains auteurs pour qui j'étais relecteur déjà. Il y a ceux-là dont je ne peux pas citer le nom ici, mais avec qui j'ai travaillé dans l'ombre, dont j'ai corrigé le travail, dont j'ai apporté quelques modifications au manuscrit ou au livre. Voilà. Voilà une belle suite. Et on remarque que vous avez beaucoup travaillé dans l'ombre. Et c'est à travers cette nouvelle, les derniers sauts, que moi je dirais le premier saut vers la lumière. Donc c'est déjà intéressant. Nous allons directement aller attaquer la personne, l'écrivain Nazatata. Comment il est devenu, qu'est-ce qu'il a formé, comment il s'est retrouvé dans la littérature. Parce que nous rappelons à tous nos auditeurs que à chaque fois nous aurons à présenter non seulement l'auteur en tant que personne, mais aussi en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste. Parce qu'écrivain, c'est aussi un artiste. Il va nous parler de ses lectures, les auteurs qui l'influencent et tout ce qui compose son univers littéraire. Donc Nazatata,
Comment vous êtes-vous retrouvé dans la littérature? Comment je me suis retrouvé dans la littérature? C'est une question complexe. On peut la croire simple, mais elle est trop complexe parce que on n'arrive toujours pas à situer les vrais moments où on est devenu, où on a commencé à s'intéresser à la littérature. Parce que, on va dire que moi, j'ai fait l'école catholique déjà. Et à l'époque, je me rappelle que j'avais tendance à rester à la bibliothèque après les cours. Donc j'étudiais jusqu'à 12 heures et après 12 heures, j'allais à la bibliothèque. Et c'est là que j'ai découvert mes premiers textes, mes premiers livres. Et à l'époque, je me rappelle que c'était les livres des Zamenga Batokezanga, que je lisais beaucoup, que j'aimais à l'époque et tout. Et petit à petit, j'ai commencé à dévorer d'autres ouvrages qui n'étaient pas dans la bibliothèque, que j'ai ramassés à gauche et à droite, notamment les livres chrétiens, les livres des témoins de Jéhovah, les livres littéraires, pour revenir à cela. Mais je ne pensais pas qu'un jour je deviendrais écrivain. Ça, je ne me le disais pas. C'est venu comme ça, c'est venu comme ça. Mais si je dois au moins me situer, je dirais que l'envie de commencer à écrire m'est venue en 2015. En 2015. C'est vrai que je lisais déjà. J'avais déjà lu, à l'époque, je me rappelle que j'avais une anthologie des poètes français ou francophones que je lisais beaucoup et dans lesquels j'ai découvert beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains. Et c'est même là que j'ai découvert Victor Hugo. D'abord, c'est les premiers textes de Victor Hugo que j'ai lus, c'était dans cette anthologie-là. Et il y avait ces poèmes que j'aimais beaucoup, Demain, de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. En fait, c'est un poème que j'avais beaucoup aimé, mais sur place, j'ai l'impression que je n'avais pas saisi toute la portée, toute la quintessence ou tous les sens, parce que c'est juste un poème que j'avais lu parmi tant d'autres. J'avais lu Les Lacs et les autres poèmes. Mais arrivé en 2015, ce qui arrive, c'est que je perds ma mère. On m'annonce le décès de ma mère. Et le premier texte qui me vient à l'esprit, c'est « Demain, de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai ». Parce qu'il y avait comme une envie de dire à ma mère « Je te suivrai ». Je suis parti, mais moi je te suivrai parce que ici je ne saurais pas tenir tout seul. Je me rappelle qu'à l'époque, dès que j'apprends le décès, c'est même avec ces poèmes-là que j'annonce le décès de ma mère. Et petit à petit, je me dis, si Hugo a pu le dire d'une si belle façon, d'une si belle manière, moi aussi je peux le faire. Et c'est comme ça que je commence à écrire des poèmes. Et je me rappelle qu'à l'époque, les poèmes étaient justement dédiés à ma mère, qui me manquait beaucoup et dont le vide, je le pense d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, dont le vide, l'absence a fait de moi poète, écrivain. Donc, ça va avec des petits poèmes comme ça que je lui ai adressés. Et puis après, il y a l'amour aussi d'une dame à qui j'écrivais des poèmes. Et puis, ça m'a permis aussi de lire des ouvrages, surtout des recueils de poèmes, parce que j'avais découvert que la poésie pouvait me permettre de faire mon deuil, pouvait me permettre de supporter la vie. Ça, il faut le dire. C'est la littérature qui m'a aidé à supporter la vie. C'est ainsi que, petit à petit, partant des poèmes, je me suis intéressé à d'autres genres, notamment la nouvelle, que j'avais trouvée intéressante. Et je vais commencer à lire pour cela Maupassant, dont j'ai lu beaucoup de nouvelles et qui, pendant très très longtemps, a été mon maître. C'est carrément lui qui m'a appris à faire de la nouvelle, même si à un certain moment, il fallait que je puisse faire la mise à jour parce que Maupassant a vécu il y a des années. La nouvelle a changé, il y a des règles qui ont été introduites. C'est comme quand tu regardes la nouvelle de Maupassant, en fait, quand tu la compares aux nouvelles que l'on fait aujourd'hui, tu as l'impression que sa nouvelle serait un mini-roman. Voilà, ça ne répond pas aux règles contemporaines. Et comment vous êtes atterri à écrire
le dernier saut, parce que c'est là où on vous met un peu en lumière. Beaucoup de gens ne vous connaissaient pas, et après on se rend compte que, attendez, il y a quelqu'un qui vient, il sort de l'ombre et il se met directement sur le trône. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je sais pas, je ne saurais pas dire avec exactitude ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression, d'ailleurs c'est la conviction que j'ai, c'est qu'il y a de ces ouvrages où il y a de ces œuvres qui vous habitent depuis fort longtemps, sans même que vous ne vous en rendez compte. Et il n'y a que le moment où vous vous posez pour les écrire, que vous dites « Ah, donc cette œuvre ou cet ouvrage était déjà là ». Je me rappelle qu'à l'époque, il y a un vieux à moi qui est aussi écrivain, qui me dit « Bonheur, c'est vrai que tu es poète et tout, mais sache qu'il y a le prix Zamenga qui est lancé et je voudrais que tu écrives. » Il dit « Que j'écrive quoi? Sur quoi? » Il me dit « Non, trouve une histoire, raconte une histoire, que ce soit une nouvelle. Parce que moi, je voudrais que tu puisses participer à ces prix. » Il dit « Ok. » Je vais me renseigner. Alors, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je commence par lire les recueils de nouvelles qui étaient déjà publiés, histoire de voir où ils en étaient, comment ils écrivaient, comment ça se passait et tout. Parce que je me rappelle qu'il y a 2 ou 3 éditions auxquelles j'avais participé, bon, pas participé, lors de remise des prix, j'avais accompagné ces vieux-là. Okay. Il faut que je les cite. Bali Mapanga. C'est lui que j'accompagnais souvent quand il y a des remises de prix. Je regardais ça de loin, je me disais, ça c'est le monde des nouvellistes. Moi je ne suis pas nouvelliste, moi je suis poète, j'ai griffonne mes poèmes à gauche et à droite. Et c'est Babi qui va me dire, Bonheur, il faut que tu participes. Quand j'essaie de tergiverser, il me met la pression, il me dit, tu dois participer. Donc je me mets à lire les recueils qui étaient déjà publiés et je commence à chercher une histoire. Et sincèrement, je ne sais pas comment cette histoire-là m'est venue. Mais je l'ai quand même écrit comme ça. Heureusement pour moi, il ne faut pas non plus oublier que j'ai fait des recherches pour savoir comment on écrit une nouvelle. Parce que c'est très important à savoir. Il y a des gens qui pensent que juste parce que tu as lu des nouvelles, tu peux être novelliste. Non. Il y a lire les nouvelles et il y a lire la théorie sur la nouvelle. Afin de savoir comment on mène l'histoire, comment on mène l'intrigue, comment on peut aboutir à la chute. Et la réception, juste pour finir, avant de passer à l'extrait, la réception du prix, ça s'est passé comment? La mise en lumière, parce que juste après ça, il faut dire que c'est une suite. Après, vous êtes retenu finaliste avec Analogie du vertige, où vous parlez de Lumumba. On a vu sur le retour de la dent de Lumumba, on a vu sur les sites de RFI. Et comment ça commence, juste en quelques mots? La réception ça a été un moment vraiment magnifique pour moi parce que je ne m'y attendais pas. Donc c'est un texte que j'ai envoyé juste pour faire plaisir à Babi. Ok. Un texte que j'ai envoyé comme ça, mais ce qui arrive, c'est que pendant que moi j'étais encore au boulot, j'étais encore au travail, il y a Richard Ali qui m'appelle. Monsieur, tu es où? Non, je suis encore au boulot, mais je suis en train de sortir bientôt la série à Wallonie-Bruxelles. Ça me met la puce à l'oreille. Je me dis, donc il y a un truc quoi. Bon, je me dépêche, j'arrive. Et puis il y a un ami avec qui j'étais venu qui me dit, je sens que c'est toi qui vas remporter ces prix. Il dit, comment ça? Non, je pense que c'est toi qui vas remporter. Il dit, ok, on va voir. Et puis voilà, on cite mon nom. J'étais vraiment content déjà. Surtout que cela ait été mon premier texte, ma première nouvelle. One shot. que cela ait été ma première nouvelle, je me suis dit, mais quel bol, quelle chance, tu vois. Et puis, c'était des émissions, c'était des personnes qui commencent à te reconnaître en route, des gens qui s'intéressaient à la littérature, c'était des journalistes qui t'appellent, qui voudraient bien avoir des émissions avec toi. Donc c'était un moment riche en expérience, riche en histoire aussi. Riche en histoire. On va revenir et là j'ai choisi un extrait. On va entrer directement dans le livre. J'enverrai les coupables à Dieu, sorti aux éditions Les Lettres Mouchetées. Je vais lire l'extrait. Mon attention était portée vers la suite des informations.
Le journaliste parlait de plusieurs victimes dans tous les bastions connus des Kuluna. On dirait une épuration, ajouta-t-elle. Une foule d'inquiétudes vertigineuses s'empara de moi. Je pensais à Annie et à sa grossesse. Et si on avait découvert ma planque? Oh mon Dieu! Je pris ma tête entre les mains. Elle pesait désormais aussi lourd que la terre. Samba me regardait, effaré. La radio continuait à crachoter la voix d'un invité du journal. Ce dernier raconta longuement sa chaîne de vie, comme s'il avait été spécialiste en kulunologie. Il tient des promos diffamatoires en notre endroit, nous chargea de tous les crimes de la République, allant de l'assassinat de l'ancien président à la guerre dans la partie est du pays. Du fond de mon gouffre, je crus l'entendre dire que c'est nous qui avons cloué Jésus sur la croix. Dis aussi que nous avons mis le feu à Sodome et Gomorrhe tant qu'on y est, me surpris-je en train de murmurer. Je relevai la tête et trouvai Samba plongé dans ses pensées. La sueur perlait sur son visage. J'aurais aimé courir dans les allées de mon imagination des chrétiens du passé purulents. J'aurais voulu voir la réaction de mon ami, mon vieil ami, au cas où 2 policiers nous arrêteraient. M'aiderait-il à assommer comme autrefois? Je fus rappelé à la réalité par l'invité du journal. Il cita mon nom, Elima, le froid. Je savais que l'écho de mes exploits avait déjà atteint les autorités locales, mais entendre mon nom cité à la radio nationale me secoua sacrement. Ça, c'est l'extrait de J'enverrai à Dieu tous les coupables. J'enverrai à Dieu tous les coupables. Là, c'est le chapitre 4, asile temporaire à Mongafula, périphérique de Kinshasa. Ici, dans J'enverrai tous les coupables, c'est Elima. On est en 2013, j'ai lu l'extrait. L'État lance l'opération Likofi, visant à éradiquer le banditisme urbain incarné par les Kuluna. Jeunes délinquants qui sèment la terreur dans les quartiers de Kinshasa, les forces de l'ordre interviennent avec une brutalité inouïe. Elima, chef de bande redouté, assiste impuissamment à l'assassinat de ses compagnons. Contraint de fuir, il entame une cavale qui le mène à Mbujimaï, dans la région du Kasaï, où les trésors de polygones miniers de la Miba cherchent leur salut dans la découverte des diamants. À travers son journal intime, Elima reconstitue les pièces éparses de son parcours, mêlant sa chute personnelle à l'histoire complexe de ses origines familiales. On va directement entrer dans ce roman. Comment est venue l'idée de parler des Kuluna? On vous voit aussi sérieux, lunettes, bien coiffé. Mais comment vous avez choisi de parler des Kuluna et surtout de cette histoire, de cette page sombre du pays, l'opération Kuluna, qui, je cite, a pas mal fait saigner dans les villes de Kinshasa. Alors, comment je me retrouve à parler de Kuluna? Très sincèrement, je peux dire qu'il y a plusieurs éléments qui ont concouru à cela. Il y a d'abord une enquête que je vais lire, un rapport que j'ai lu, je me rappelle en 2015, qui parlait d'un autre massacre, pas d'abord des Kuluna, qui parlait du massacre des creuseurs à Benachilanda. On parle du massacre des Katekelaï et de Laboya. C'est un rapport que j'ai lu, sur lequel je suis tombé comme ça, par hasard. J'ai lu, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en train de faire des recherches sur l'histoire du Kasaï, qui est ma province. Et je suis tombé sur ces rapports-là, où on parlait des militaires envoyés par le président Mobutu, qui sont descendus dans les mines de Katekelaï et qui ont tué des creuseurs. Ça m'a éberlué et ça m'a beaucoup étonné parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup l'histoire, qui aime beaucoup les livres d'histoire, surtout l'histoire de la RDC. Mais je n'étais jamais tombé sur ça. Je me pose la question de savoir comment je suis passé à côté de cette histoire-là. Moi, je ne savais pas qu'un massacre avait eu lieu dans les mines de Katekelaï. Après, j'ai été englouti par la vie quotidienne plutôt. Je ne suis plus revenu sur cette histoire-là, sur ces livres-là. Et puis, il arrive qu'en 2017-2018, je suis en train de parler avec un petit dans la commune de Kinshasa qui s'appelait Mbumaloso. D'ailleurs, j'ai même fait de lui
un personnage. C'est vrai que ce n'est pas le personnage principal parce que je voulais attribuer certaines caractéristiques au personnage principal, d'où je l'ai appelé Elima. Mais à vrai dire, c'est Mbumaloso qui devait être le personnage principal. Donc c'est comme si j'ai pris la place de Mbumaloso, j'ai donné à Elima, celle d'Elima, à Mbumaloso. Je suis en train de parler avec lui, il me raconte ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit dans la rue en tant que Kuluna, les opérations qu'ils ont eu à faire dans les rues, comment ils ont eu à voler, En fait, son histoire est tellement imprégnante, tellement attrayante que je me dis, je dois écrire là-dessus. Mais comme j'ai tendance à chercher une certaine profondeur dans mes histoires, parce que je ne voudrais pas être dans la superficialité, je me suis dit, pourquoi ne pas rallier cette histoire à celle des massacres de Katekelai? Donc ça va de là. J'ai dit, ok, il me faut aussi trouver un événement qui a vraiment marqué la vie des Kuluna. Et là, je pense à l'opération Likofi. Il dit, ah ouais, ça serait un très bon début. Et c'est comme ça que je commence par là. C'est très intéressant parce que sur tous les livres, on a vraiment, ça commence même ici, juste au marché, marché central, Sando, où il y a les Kuluna, la guerre entre les Kuluna, et ça nous plonge directement dans un qu'est-ce que c'est. On se demande, bon, on atterrit où, le décollage il est brutal, et c'est Chasse à l'homme où on accompagne Elima, un personnage attachant, et qui aussi parle beaucoup de sa mère, parce qu'il évoque qu'il c'était un garçon bien instruit, et il s'est retrouvé à la rue parce que sa mère était morte, et il passe par ce chemin qu'on a entre guillemets déjà entendu, la mère meurt, il va dans la belle famille, on l'accueille mal, et il se rebelle, et il va dans la rue. À la rue, il devient chef de gang où, même dans l'écriture, on sent qu'il y a beaucoup de sagesse de la rue. Surtout quand il va revoir son ami à la périphérie de Mongafula, pour lui demander de l'aider à fuir. Et là, il dit, dans la rue, on paye toujours ses comptes. Après, je me demande, est-ce que vous avez eu le temps d'enquêter? Comme là, vous avez tiré déjà la trame, vous êtes descendu sur les rues. Comment ça s'est passé, la construction, en quelques mots? En vrai, il y a d'abord l'histoire de Mbumaloso, qui me permet d'avoir certains éléments sur la vie des Kuluna, la manière dont ils mènent leur vie. Et ça m'a permis, d'une certaine manière, de construire aussi l'histoire, m'imprégner de leur réalité, tu vois. Parce que l'esprit du livre, c'était de montrer que l'État pouvait être un grand meurtrier. L'État a tué dans les années 1979, si je ne me trompe pas, dans les mythes de Katekelai et Loaboya. Et puis l'État a tué en 2013 et aussi en 2014, tu vois. Et je voulais montrer cela. Et la bonne façon de les montrer était aussi de relier les deux drames, pour qu'il n'y ait pas de vide, pour que ça raconte quelque chose. Que le lecteur qui va ouvrir mon livre apprenne quelque chose sur l'histoire de la RDC, sur l'histoire des creuseurs, à la fois sur l'histoire des creuseurs et aussi sur l'histoire des Kuluna. Et pourquoi j'ai choisi le personnage d'Elima? C'était pour montrer que tous les enfants qui se trouvent à la rue ne sont pas forcément des bandits, des gens qui n'ont pas reçu une bonne éducation. Non. Il y a aussi des enfants qui ont reçu une bonne éducation, qui ont été à l'école, comme Elima d'ailleurs. Voilà, comme Elima effectivement, qui parlent français, qui sont aptes à la réflexion, qui ont même lu des livres de philosophie, qui ont lu de la littérature, qui ont un certain bagage, mais qui se retrouvent à la rue. Pourquoi? Parce que déjà, l'État n'a pas mis en place une politique de récupération de ces enfants-là. Par exemple, Elima, c'est un enfant qui n'a connu que sa mère. Son père est décédé, sa mère est loin de sa famille qui se trouve au Kasaï. À Kinshasa, il n'y a que lui plutôt et sa mère. Et par conséquent, quand la mère décède, il n'a pas d'autre choix que d'aller dans la rue.
Et il se trouve dans la rue avec la brutalité, la violence. Il est censé s'en sortir. Il est censé se battre pour ne pas mourir, pour s'en sortir, pour être quelqu'un, il doit tenir à quelque chose, tu vois. Et il y a l'opération du Kofi qui arrive. Hein. On ne pose pas la question de savoir comment ces enfants se sont retrouvés à la rue. On ne se pose pas la question de savoir quelle politique on peut mettre sur place, sur pied, pour pouvoir récupérer ces enfants-là. Parce que parmi eux, il y a d'autres. C'est même la raison pour laquelle j'ai aimé l'initiative du gouvernement. Quand à un certain moment, on prenait les Kuluna, on les amenait à Kanyamaka CC, on leur apprenait un métier. Ça, c'est une bonne initiative. Par contre, l'État ne peut pas prendre la décision de doter la vie aux enfants qui se trouvent dans la rue. Qu'importe les violences, qu'importe les actes de barbarie qu'ils commettent, hein, personne n'a le droit de doter la vie à quelqu'un d'autre. Tu vois? C'est ainsi que je voulais mettre cela en lumière, montrer que nous avons un État qui est, bon, sans entrer dans un discours politique, mais nous avons quand même un État qui est irresponsable, qui n'a pas trouvé d'autre voie de récupération de ces enfants-là que de les tuer. Et je pense que c'est aussi dans la même logique, parce que maintenant, on est en train de sentir cette revendication-là. Il y a des chanteurs, par exemple, il y a Sointement qui vient de sortir une chanson Kabassé, et pour aussi parler de ces arrestations arbitraires, parce que c'est un cas similaire. Même dans ton livre, tu le dis, à certains passages, quand il se retrouve, quand Boumaloso se retrouve, comment dire, vers Matété, il ne sait pas vers qui se tourner, et il rentre trouver une bouée de sauvetage dans l'église. Et là même, il dit aussi qu'il avait peur qu'on l'arrête, parce qu'il a la coiffe, son allure, tout exprimait la rue. Et pourtant, bon, c'est vrai qu'il était Kuluna, mais il y a certaines personnes qui ont une certaine manière de se présenter qui s'apparente entre guillemets à ce que nous on a appelé Kuluna, mais ce sont des personnes normales et morales. Effectivement. C'est même la raison pour laquelle je pense qu'en 2013 et en 2014, l'État congolais n'a pas tué que les Kuluna, il a tué aussi des gens innocents, des gens qui n'avaient rien à voir avec la rue. C'est comme par exemple nous autres qui évoluons dans les milieux artistiques. Parfois on laisse les cheveux, tu laisses les cheveux, parfois tu as une certaine allure qui ne montre pas que tu es intellectuel. Voilà. Parce que toi, dans ton esprit, tu es artiste, tu t'habilles d'une certaine manière, tu as une certaine chevelure. Et par conséquent, quand tu croises un policier qui est à la recherche des Kuluna, il va penser que tu es aussi Kuluna, il te tire dessus. Et les propos que je suis en train de tenir là, c'est pas comme si je les tiens juste comme ça. Non, moi j'ai lu des rapports. Je lis des rapports parce que je me dis que pour écrire un livre, et surtout un livre comme celui-ci qui raconte des faits réels, il fallait que je puisse avoir des faits réels. Il fallait que je puisse m'imprégner des vraies histoires. Et les vraies histoires, je les ai trouvées dans les rapports des organismes internationaux. Et là, il y a même des rapports dans lesquels il y a des enfants qui sont en train de témoigner pour dire « je venais de là » et puis il y a les policiers qui sont sortis, ils nous ont tiré dessus. Moi, j'ai fait semblant de mourir alors que je n'étais pas mort, mais il y avait déjà 5-10 personnes qui étaient déjà allongées, tu vois. Ça veut dire que au moment où il a fallu que l'on puisse exécuter sommairement ces enfants-là, on n'a même pas pris la peine de les identifier les vrais Kuluna. On a tiré sur tout ce qui bougeait, sur tout ce qui semblait ne pas refléter l'enfant de la maison, l'enfant qui s'habille bien, qui va à l'école. Monanda, comme on dit en quinois. Donc, on a tiré sur tout le monde. Et comme... Allez, moi, je voulais que mon livre puisse être un livre de mémoire, que mon histoire soit une histoire de mémoire, pour que demain ou après-demain, ceux-là qui vont lire ces livres se rappellent d'une certaine manière, qu'ils n'oublient pas que dans ces pays, l'État a tué ceux-là qu'il était censé protéger, sécuriser. Il a d'abord tué les creuseurs de Katekelaï, il a tué les creuseurs de Loaboya, il a tué des jeunes à Kinshasa, il a tué des jeunes en plein centre-ville. En plein centre-ville, on a tué à Gobé, on a tué à Matete, on a tué à Limité. Il y a des rapports qui attestent tout cela. Donc, c'est de ça que je voulais rendre compte d'une certaine manière. Il fallait que ça soit écrit pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans même, qu'il y ait des personnes qui vont lire et se dire on a tué. Il y a des gens qui sont morts, qui sont décédés, juste comme ça. Et ces livres, c'était pour une sorte de testament pour dire que
Dieu, je t'envoie les coupables de cette mort, de toute cette mort, de tous ces jeunes morts, les réels coupables, entre guillemets, si on doit dire ça, dans la fiction de ce livre. Dans la fiction, ce que je voulais, c'était juste humaniser les jeunes qu'on a traités de délinquants, qu'on a traités de criminels. Je voulais les humaniser. Parce que j'ai l'impression que quand on prend certaines décisions par l'État, on oublie que ce sont d'abord des humains. Que les mesures que l'on prend vont s'appliquer sur des humains. Quand on parle des Kuluna, on voit juste un gars dont on a raté l'éducation, qui se trouve à la rue, qui peut facilement sortir une machette. Mais on oublie que derrière, il y a un garçon qui a été élevé. Il y a un garçon à qui une mère tient. Il y a un garçon à qui peut-être une fille tient. Il y a un garçon qui, dans 2 ou 3 mois, sera père parce qu'il a engrossé une fillette qu'on a chassée aussi de chez eux parce que voilà, on la croirait sorcière, tu vois. On la croirait sorcière. Avec Annie. Voilà. Annie, par exemple, l'histoire d'Annie, c'est quoi? C'est que c'est une fille bien éduquée, dont la mère est décédée, qui est restée avec sa belle-mère et son papa, et puis son papa se déplace, va en mission, et elle reste avec sa belle-mère. Un jour, la belle-mère prend la décision de la foutre à la porte. Tu vois? Une enfant comme ça, qui n'a pas connu la violence avant, qui se retrouve à la rue, et puis parce qu'il y a une opération qui a été lancée, on va tuer cet enfant-là. C'est clair. Et elle part, juste comme ça. C'est même la raison pour laquelle, en fait, Annie, c'est d'ailleurs une ombre, c'est l'ombre qui a traversé tous les livres. Même si je n'en parle pas, je n'en ai parlé qu'au début, mais tu verras que dans tous les livres, il y a son ombre qui plane. Parce que c'est un personnage que moi j'ai trouvé attachant, hein, mais à qui je n'ai pas voulu non plus donner plus de corps. Je voulais juste que ce soit cet esprit-là qui suit le lecteur dans sa lecture, dans sa traversée du livre. C'est le fantôme d'Elima. Voilà. Il y a effectivement l'esprit d'Elima, d'un fantôme. Annie, c'est aussi un fantôme dans ces livres-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que certains fantômes suivent nos autorités aussi. Il faut vraiment que certains fantômes les hantent, qu'ils sachent qu'ils ont même tué des innocents. Parce qu'une fille comme Annie, qui n'a rien fait de mal, dont le seul péché, la seule faute, la seule erreur, c'est de se retrouver à la rue, pas parce qu'elle a voulu, mais parce que les circonstances l'y ont contrainte. Et une fille comme ça, vous voulez la tuer. Bien que dans les livres, je ne dis pas qu'on l'a tué, mais il y a quand même son esprit qui suit, du début jusqu'à la fin, qui hante du début jusqu'à la fin. Donc, il fallait que je puisse rendre compte de cette réalité-là, hein, de cette vérité-là. Ça doit s'appeler comme ça, c'est une vérité. Et nous sommes très, très contents, malheureusement, faute de temps, on ne pourra pas exploiter tous les angles du livre, mais on a jusque-là touché l'un des fils rouges de ce livre. Et moi, je suppose que c'était un livre c'était une partie très importante. Et nous allons, avant de chuter, est-ce que tu as des impressions que tu as reçues après ton livre, les réceptions des impressions, et tu vas parler de tes projets, qu'est-ce qui viendra après, parce que c'est sorti cette année, forcément, on est au four et au moulin, on va encore travailler. Oui, un écrivain, dès qu'il a fini un livre, il commence directement à penser à un autre. Et c'est aussi mon cas. Là, je suis vraiment en chantier, je suis en train de travailler sur un autre ouvrage qui va venir peut-être dans 1 année, dans 2 ans. Je ne sais pas le temps que ça va me prendre, mais il est déjà là. Il y a son ombre qui me hante aussi, qui me harcèle même, parce que c'est une histoire avec laquelle je marche. Et d'ailleurs, comme je le disais, il y a ces ouvrages qui vous habitent depuis fort longtemps, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et ce n'est que les moments où vous prenez la décision de l'écrire ou de les écrire que vous dites « Ah, donc ça m'a suivi depuis telle année ». C'est comme le livre sur lequel je suis en train de travailler. Je me dis que c'est un livre qui me hante depuis fort longtemps. Parce que, sans dévoiler l'histoire en question, mais ça va certainement se dérouler au Kasaï, en Bujumaï, et ça va certainement parler d'une grande figure politique de la RDC qui, on va dire, par son influence,
je ne vais pas parler d'ordre parce qu'il n'a pas donné un ordre explicite, mais en son nom, on a tué. En son nom, on a tué des personnes dans une paroisse, des personnes qui étaient sorties le matin juste parce qu'elles devaient prier à l'église, mais on a tué en son nom. Et il faut que je puisse raconter cette histoire-là. Parce que c'est aussi ça le rôle de la littérature. La littérature, ce n'est pas seulement pour égayer, ce n'est pas seulement pour distraire. C'est aussi pour éveiller les consciences, c'est aussi pour rappeler. Hein. C'est même la raison pour laquelle je me dis que les histoires sont plus des histoires des mémoires. Je veux que les gens n'oublient pas certaines choses qui se sont passées, qui sont déroulées, ou bien qui sont en train de se dérouler, mais qu'on risque d'oublier dans 5, 10 ans ou 20 ans. Et il faut... Même les phénomènes Koulouna, même cette opéra, si on n'avait pas en parlé... Voilà, il y a certainement des gens qui l'ont déjà oublié parce que voilà, c'est pour eux, c'est un fait bénin. Ouais, c'est un fait bénin. C'est même comme ça que tu vas trouver dans les rues de Kinshasa quelqu'un qui va te dire Babou Mabango Kaka. C'était facile. C'est si facile à dire, on enverra à Dieu tous les coupables. Et pour finir, on voudrait savoir quel est le livre que tu recommandes à toutes les personnes qui nous suivent. S'il y a un livre sur le moment que tu lis, que tu aimerais lire ou que tu veux que les gens lisent, c'est ta recommandation. C'est quoi ta recommandation? S'il y a un livre que je peux recommander, je suis tenté de dire La plus secrète mémoire des hommes, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu. Mais je voudrais quand même qu'ils lisent Les détectives sauvages. Les détectives sauvages. Voilà, qu'ils lisent Les détectives sauvages, parce que c'est un livre haletant. Tu as l'impression que ça sort des codes, il y a plus de digressions, ça permet de renouveler ou d'avoir une certaine manière de voir la littérature. Parce que on pense que quand on parle de littérature, quand on parle d'intrigue, c'est A, B, C, tu vois. Alors qu'avec ces livres-là, allez, on t'amène dans tous les sens, tu ne sais pas où tu vas, et puis à la fin, tu te dis, waouh, c'était ça, ouais, c'était ça. Merci beaucoup, Nazatata. Merci C'était beaucoup. Un réel bonheur de pouvoir partager ce moment avec vous autour de votre livre J'enverrai à Dieu tous les coupables, sorti aux éditions Les Lettres Mouchetées. Je crois que les livres sont déjà disponibles ou bien sont encore en route? Le premier lot est épuisé. Je pense que bientôt là, on aura un deuxième que l'on pourra distribuer. Alors je vous remercie de nous avoir accordé le peu de votre temps pour pouvoir partager avec nous autour de votre livre J'enverrai à Dieu tous les coupables. Chers auditeurs, c'est sur ces mots que nous achevons notre tout premier numéro de votre podcast Salikwa. Aujourd'hui, nous avons lu J'enverrai à Dieu tous les coupables de Nazatata, qui est poète, écrivain congolais, jeune écrivain congolais, qui s'est distingué avec sa participation au prix Zamenga pour sa nouvelle Dernier Saut et aussi sa pièce de théâtre à RFI Théâtre, L'analogie du vertige. C'est sur ces derniers mots que nous vous souhaitons bonne journée au prochain numéro. Slam vous dit salam. Une voix, un cri, un verbe affûté. Un espace libre pour les jeunes qui font vibrer les mots. Slameur, rappeur, poète urbain. Ici, c'est votre micro, votre moment. Un créneau pour voir et entendre ce qu'on ne voit pas assez. Une scène radiophonique pour célébrer la créativité, la vérité et la beauté de